Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un nouveau résumé de l'actualité et on commence sans plus tarder avec l'hommage national qui s'est tenu aujourd'hui pour le professeur d'histoire-géographie Samuel Paty, assassiné vendredi. La cérémonie s'est déroulée à l'université de la Sorbonne à Paris, un lieu symbolique de l'enseignement évidemment, alors qu'habituellement les hommages ont lieu aux invalides. Vous le voyez, les images étaient très fortes, il y avait environ 400 invités, dont la famille de Samuel Paty évidemment, mais aussi une centaine d'élèves d'établissements d'Île-de-France ou encore l'ancien président de la République, François Hollande. Et par ailleurs, le président de la République a profité de cet hommage pour remettre la Légion d'honneur à Samuel Paty à titre posthume. Voilà donc pour les images et ce moment de recueillement lors de l'hommage national. Autrement, l'enquête est toujours en cours et aujourd'hui, 7 personnes ont été présentées à un juge antiterroriste. Parmi ces personnes, il y a 2 collégiens de 14 et 15 ans qui ont reçu entre 300 et 350 € de la part du terroriste pour obtenir des informations sur Samuel Paty. Selon le procureur, le terroriste leur a expliqué qu'il avait besoin de ces infos parce qu'il voulait, je cite, filmer Samuel Paty, l'obliger à demander pardon pour la caricature du prophète, l'humilier et le frapper. Par ailleurs, le site France Info a révélé hier soir que Samuel Paty avait été convoqué par la police 6 jours avant sa mort. En fait, on en a déjà parlé, mais un parent d'élève avait porté plainte contre lui pour diffusion d'images pornographiques, car sur une des caricatures de Charlie Hebdo qu'il avait montré à ses élèves en classe, eh bien le prophète de l'islam apparaissait nu. Le parent affirmait aussi que Samuel Paty avait demandé aux élèves musulmans de se signaler et de sortir de la classe, et toutes ces accusations avaient été portées publiquement par ce parent d'élève dans une vidéo qui avait été diffusée sur les réseaux sociaux donc quelques jours avant le drame. Mais le truc c'est que cette version des faits a été démentie par Samuel Paty lors de son audition avant sa mort, mais aussi par le procureur antiterroriste à partir des conclusions de l'enquête qui a été menée par la justice. D'ailleurs, la fille du parent d'élève n'était pas présente lors du cours en question, elle aurait donc simplement inventé une histoire en se basant sur des rumeurs au collège. Enfin, dernier élément important, l'enquête a révélé que le parent d'élève et le terroriste avaient échangé des messages sur WhatsApp quelques jours avant l'attentat. Voilà donc pour les derniers éléments que l'on a concernant l'enquête. Évidemment, on vous tient au courant dans les jours à venir si on a du nouveau. On continue avec un autre sujet en France, je voulais vous parler rapidement de l'agression de 2 femmes sur le Champ de Mars à Paris dimanche soir. Alors jusqu'ici on n'avait pas énormément d'informations, c'est pour cela qu'on n'en avait pas parlé plus tôt, mais ce que l'on sait maintenant c'est que 2 femmes d'origine algérienne et voilée ont été poignardées sous la tour Eiffel vers 20 h dimanche dernier. Plusieurs photos et vidéos de la scène ont circulé sur les réseaux sociaux et beaucoup ont dénoncé en fait une agression islamophobe. L'une des 2 femmes agressées a raconté à Libération qu'elle était en promenade avec sa famille et qu'elle et sa cousine se sont disputées avec 2 autres femmes qui promenaient leur chien sans laisse, ce qui, selon elle, effrayait ses enfants. Les propriétaires du chien auraient refusé de le mettre en laisse et le ton serait vite monté jusqu'à ce que l'une des femmes à qui le chien appartenait sorte un couteau et poignarde les 2 cousines. Selon les 2 victimes, elles auraient été insultées, je cite, de sale arabe. Suite à tous ces éléments, la justice a ouvert une enquête pour violence volontaire et a retenu le caractère raciste de l'attaque. En tout cas, elles ont donc des blessures graves, mais leurs vies ne sont pas en danger. Par ailleurs, 2 personnes sont actuellement en garde à vue, je vous mets des liens en description si c'est un sujet qui vous intéresse. Enfin, pour terminer rapidement les infos en France, je voulais faire un petit point sur l'épidémie de Covid-19 dans le pays. Alors on en a beaucoup parlé la semaine dernière, mais la situation est de plus en plus tendue. Le bilan d'hier soir était de 262 décès en 24 heures. Alors c'est beaucoup moins que lors du pic de l'épidémie au mois de mars, mais tout de même, vous le voyez, c'est du jamais vu depuis le déconfinement au mois de mai, comme vous le voyez actuellement sur ce graphique. Les contaminations augmentent aussi énormément ces derniers jours, vous le voyez en l'occurrence avec ce second graphique, sachant que pour autre information, le faible nombre de cas au mois de mars, il est simplement dû au fait qu'à ce moment-là, on testait quasiment pas la population. Enfin, dernier indicateur qui inquiète beaucoup de médecins et d'épidémiologistes, c'est le nombre de patients en réanimation. Ils sont environ 2000 en ce moment dans tout le pays et 600 en Île-de-France. La dernière fois qu'on a compté autant de personnes en réanimation à cause du Covid, ça remonte là aussi au déconfinement. Voilà donc pour ce petit point. Est-ce que pour autant des nouvelles mesures vont être prises dans les prochains jours? Évidemment, on vous tient au courant dès qu'on a du nouveau. Après l'actualité en France, vous le savez, c'est l'heure du point à l'étranger et on va parler aujourd'hui pour commencer de 6 agents liés au service de renseignement russe qui sont accusés d'avoir essayé d'empêcher l'élection d'Emmanuel Macron en 2017. En fait, ces 6 pirates informatiques sont accusés par les États-Unis d'être responsables des Macron Leaks, mais alors qu'est-ce que c'est exactement? Les Macron Leaks, c'est donc un piratage qui a visé le parti d'Emmanuel Macron, En Marche, à 2 jours de l'élection présidentielle française en 2017 dans le but de
perturber le vote et d'empêcher son élection. En effet, plusieurs responsables du parti avaient vu leur boîte mail piratée et l'intégralité des mails reçus ou envoyés sur ces adresses mail avaient été dévoilés en ligne. Au total, via la plateforme pour les lanceurs d'alerte Wikileaks, les pirates avaient révélé plus de 15 gigas de documents du parti, dont des infos sur l'organisation des meetings, sur le budget de la campagne ou encore sur des enquêtes d'opinion. Or, d'après la justice américaine, c'est bien des agents liés au service de renseignement russe qui étaient derrière cette fuite de données concernant le président de la République dans l'objectif d'empêcher son élection en 2017. Alors après, si les États-Unis ont mené cette enquête, ce n'est pas seulement pour aider la France ou quoi que ce soit, il y a évidemment un enjeu diplomatique puisqu'on sait qu'il y a des tensions entre les États-Unis et la Russie, et puis au-delà de ça, les pirates sont aussi accusés d'avoir créé le virus NotPetya qui a bloqué des centaines de milliers d'ordinateurs dans le monde. D'après les enquêteurs, ce virus s'était attaqué par exemple aux Jeux Olympiques d'hiver en Corée du Sud en 2018 en mettant en panne la wifi du stade olympique et en coupant toutes les télévisions du stade pendant plus de 12 heures. A noter que c'est presque impossible que ces 6 pirates soient jugés un jour par la justice américaine car ils se trouvent aujourd'hui en Russie. Cela dit, c'est donc une nouvelle démonstration de la guerre en ligne que se mènent toutes les puissances mondiales et vous en doutez, la Russie est très loin d'être la seule à jouer à ce jeu. Si ça vous intéresse, on pourra en reparler bientôt. L'autre actualité très importante aujourd'hui à l'étranger, ce sont les manifestations au Nigeria qui ont tourné au drame hier. En fait, depuis début octobre, un mouvement populaire a éclaté après la diffusion d'une vidéo montrant des agents présumés de la SARS. Alors la SARS, ça n'a rien à voir avec le coronavirus, en fait c'est une unité de police du Nigeria qui lutte contre la criminalité. Mais dans cette vidéo, le problème c'est qu'on les voit tuer un homme dans la ville d'Ughelli au sud du Nigeria. Très rapidement, le hashtag #NSARS a été repris plus d'1 million de fois et les manifestants sont descendus dans la rue pour dénoncer les violences policières et en particulier celles donc de la SARS. Ils accusent l'unité de police de procéder à des arrestations arbitraires, des tortures et donc des assassinats. Le président du Nigeria a annoncé au bout de quelques jours la dissolution de la SARS, mais ça n'a pas calmé les manifestants et en particulier les jeunes. Certains demandent désormais la démission du président lui-même et des grosses réformes de la police et ont décidé de bloquer le péage de Lekki, un péage qui rapporte beaucoup d'argent à l'État car c'est l'un des principaux accès à la plus grande ville du pays, Lagos. Mais depuis lundi, ces rassemblements qui étaient jusque-là plutôt pacifiques ont grimpé en violence. Au moins 18 personnes, dont 2 policiers, sont mortes depuis 12 jours dans les affrontements entre les manifestants donc et la police anti-émeute qui a été déployée. Hier, un couvre-feu de 24 heures a même été mis en place à Lagos pour empêcher les manifestants de se réunir, mais de nombreux jeunes ont bravé ce couvre-feu pour continuer à bloquer le péage. Signe de la gravité de la situation, et c'est aussi pour ça qu'on en parle aujourd'hui, d'après Amnesty International, plusieurs personnes ont été tuées par balle et l'ONG affirme, je cite, avoir reçu des preuves crédibles mais inquiétantes d'un usage excessif de la force par les policiers. Bref, la situation est très tendue, évidemment on vous tient au courant dans les jours à venir et au passage, vous êtes très nombreux à m'avoir envoyé des messages pour me demander de parler de la situation en RDC, en République démocratique du Congo, puisqu'il y a des rumeurs de massacres sur place et on fera en l'occurrence un point très complet demain dans notre vidéo des actus du jour. Avant le débat, on passe donc à la note positive et celle-ci aujourd'hui sera très rapide en 2 mots. Je voulais vous parler d'une adolescente de 14 ans qui a remporté un concours scientifique pour ses recherches sur un traitement contre le Covid-19. Elle s'appelle donc Annika Chebrelu et elle a remporté plus de 20 000 € à l'occasion d'un concours, le 3M Young Scientist Lab, un concours qui récompense les meilleures innovations scientifiques par des adolescents. Pour gagner, en fait, elle a créé un programme informatique pour tester plus de 700 millions de molécules et trouver celles qui pourraient potentiellement combattre le virus en s'accrochant à lui et en stoppant son action virale. Alors évidemment, son invention ne va pas suffire à stopper l'épidémie, mais tout de même à 14 ans, c'est une invention remarquable, donc bravo à elle. Et de votre côté, si vous voulez plus d'informations, vous le savez, je vous mets des liens en description. Le débat hier, c'était le suivant: pensez-vous que Salto, la plateforme française qui veut concurrencer Netflix, sera un succès? Vous le voyez avec les résultats, vous êtes très nombreux à penser que non, ce ne sera pas un succès. Je réalise à l'instant que j'ai mis ma tablette à l'envers. D'ailleurs non, c'est pas un placement de produit et je vais mettre bientôt un autocollant pour cacher tout ça. Bref, le débat aujourd'hui, bien exceptionnellement, il y en a pas. Dans les sujets qu'on avait aujourd'hui, il n'y avait pas de débat qui me semblait assez intéressant par rapport aux autres débats qu'on a fait les autres jours, donc pas de débat aujourd'hui, mais il y en aura un logiquement demain. Voilà donc pour ce résumé de l'actualité du jour. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, on approche du 1 million d'abonnés, merci beaucoup, prenez soin de vous et on se dit à demain pour un nouveau résumé de l'actualité du jour.